Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des chapitres les plus intrigants et méconnus de notre histoire. À première vue, cela semble être un détail mineur, quelque chose facile à manquer dans le flot d'informations. Mais en y regardant de plus près, cela a le potentiel de rayer complètement tout ce que nous pensons savoir sur le passé. Un nombre considérable de statues antiques et de vieilles peintures nous montre à quoi ressemblaient les gens avant le début du XXe siècle. En apparence, ce sont des membres ordinaires de l'espèce humaine. 2 bras, 2 jambes, une tête, rien qui sorte de la norme habituelle. Cependant, il y a une caractéristique anatomique qui nous fait douter de savoir si nous connaissons vraiment l'apparence de nos ancêtres. Les chercheurs sont attirés par la structure du visage, en particulier la zone où le nez rejoint le front. Si nous examinons les images qui nous viennent de l'Égypte ancienne, nous pouvons remarquer une étrange tendance. Le front se prolonge clairement vers un nez droit sans la moindre dépression ou la racine, nasale, à laquelle nous sommes habitués. Nous retrouvons exactement ce même profil spécifique sur les statues de la Grèce antique. Bien sûr, toutes les sculptures anciennes ne possèdent pas ce trait. Il existe des représentations de personnes avec des nez ordinaires typiques de l'homme moderne. Mais ce sont précisément les statues découvertes lors de véritables fouilles archéologiques, représentant des dieux ou des héros, qui ont ce profil parfaitement droit, où la ligne du front et du nez ne forment qu'un tout. Des artefacts comme ceux-ci se trouvent partout. Par exemple, une statue découverte dans la bande de Gaza démontre ce profil, atypique pour notre époque. Une trouvaille similaire a été faite lors de la construction du pont de Kertch. Des archéologues ont extrait une tête classée comme grecque antique, mais sa caractéristique principale est justement l'absence de creux lors de la transition des arcades sourcilières au nez. Des chefs-d'œuvre célèbres comme la statue de la Vénus de Milo, le discobolé grec, les images d'Artémis, d'Hermès avec Dionysos et même les portraits sculptés d'Alexandre le Grand, tous sont unis par cette caractéristique unique. Cela amène à se demander, pourquoi ce type de visage spécifique est-il devenu le canon pour représenter les êtres supérieurs et les dirigeants? Les sceptiques pourraient affirmer qu'il s'agit simplement d'un procédé artistique, d'une stylisation adoptée dans l'art de l'époque. Cependant, la précision anatomique des autres parties du corps sur ces sculptures suggère le contraire. Les maîtres du passé recherchaient le réalisme. Il s'avère que la classe privilégiée, l'élite du monde antique, possédait des signes physiques distinctifs qui la séparaient de la masse générale des gens du commun. Ce n'était pas seulement un nez grec, mais un marqueur d'appartenance à un groupe spécifique qui gérait la société. Et avant de passer aux preuves que ce phénomène était d'ampleur mondiale et trouvé non seulement en Europe mais partout dans le monde, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo pour ne pas manquer la vérité qui se cache à la vue de tous depuis des siècles. Nous commençons tout juste à démêler ce mystère, et les faits à venir vous forceront à regarder les peintures célèbres et les pièces de monnaie sous un jour complètement différent. Si nous élargissons la géographie de notre recherche et dépassons le monde antique familier de la Méditerranée, nous découvrons que ce phénomène mystérieux n'est pas local, mais véritablement global. Les traces de personnes avec cette structure crânio-faciale inhabituelle nous mènent loin vers l'Est, nous obligeant à repenser l'ampleur de la propagation de cette lignée génétique. En étudiant les statues anciennes trouvées sur les territoires de l'Irak et de la Perse moderne, les chercheurs rencontrent exactement le même profil. Un haut nez s'écoulant en douceur vers le front, sans la moindre suggestion de creux. Cette découverte remet en cause la théorie selon laquelle de telles caractéristiques étaient inhérentes exclusivement à la culture gréco-romaine. En allant encore plus loin dans les profondeurs de l'Asie, nous trouvons des images sculpturales similaires dans l'Inde ancienne. Il semblerait que l'art de cette région devrait refléter les caractéristiques ethniques de la population locale. Pourtant, les visages de pierre des dieux et des dirigeants démontrent la même anatomie européenne que les statues des musées athéniens. Plus étonnant encore est l'artefact connu sous le nom de génie aux fleurs, découvert par des archéologues en Afghanistan. Son profil correspond parfaitement au canon adopté à des milliers de kilomètres de là, sur les rives du Tibre ou du Nil. Les fresques des temples troglodytes d'Ajanta confirment la même chose, préservant des images de personnes avec cette transition caractéristique, pratiquement inexistante, du nez à l'os frontal.
Une prévalence aussi répandue du même type sur les vastes territoires de l'Égypte, de l'Europe et de l'Asie conduit à une conclusion paradoxale. Il s'avère que l'élite dirigeante du monde antique, quelle que soit la région, possédait un ensemble de caractéristiques physiques similaires qui la distinguaient nettement de la population principale. Si les dirigeants de l'Asie centrale étaient issus de tribus locales, leurs portraits sculptés et peints porteraient inévitablement les traits ethniques de leur peuple. Ils ne pourraient pas ressembler à des citoyens de Rome ou à des athlètes grecs. Cependant, les faits disent le contraire. Les seigneurs de l'Eurasie et de l'Afrique semblent appartenir à une seule grande famille ou même à une espèce anthropologique distincte. Ces observations nous permettent de formuler une hypothèse audacieuse. Pendant des siècles, il a existé une classe privilégiée, une sorte de caste supra-étatique, qui détenait le pouvoir dans les coins les plus divers de la planète. Leur signe distinctif, une sorte de passeport biologique, était un grand nez droit formant une seule ligne avec le front. Ce n'est pas seulement une convention artistique, mais un marqueur indiquant une descendance des couches supérieures de la société. Et le plus frappant est que ce trait dynastique n'a pas disparu avec la destruction des temples anciens. Cette race de personnes a continué à être invisiblement présente dans l'histoire beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit généralement. Des preuves de leur existence peuvent être trouvées non seulement dans des fouilles archéologiques poussiéreuses, mais aussi sur les toiles des plus grands maîtres de la Renaissance, et même sur la monnaie métallique qui était en circulation dans le Nouveau Monde il y a peu. L'histoire, capturée dans l'art et la numismatique des siècles suivants, détient des secrets encore plus étonnants. Les preuves de l'existence de personnes avec cette anatomie unique ne se limitent pas aux époques anciennes ou à la pierre froide des ruines antiques. Si nous examinons attentivement le patrimoine culturel des périodes ultérieures, en particulier la Renaissance, il devient évident que ce type physique spécifique a persisté dans les couches supérieures de la société jusqu'au XVIe siècle. Les plus grands maîtres du pinceau, comme Léonard de Vinci et Raphaël Santi, ont enregistré avec une précision documentaire les traits du visage de leurs contemporains issus de familles nobles dans leurs œuvres. Rappelez-vous simplement la célèbre Dame à l'hermine ou les nombreux portraits de la noblesse italienne de l'époque. Sur ces toiles, nous voyons ce même profil reconnaissable, un front haut s'écoulant en douceur, sans la moindre courbure, vers la racine du nez. Cela ne peut plus être attribué au canon des sculpteurs de la Grèce antique, car les artistes de la Renaissance étaient célèbres pour leur recherche du réalisme et leur étude approfondie de l'anatomie. Ils peignaient ce qu'ils voyaient devant eux, des représentants vivants de l'élite dirigeante qui possédait une distinction dynastique caractéristique. Cependant, les preuves les plus intrigantes ne sont pas fournies par la peinture, où il y a toujours place à la vision de l'auteur, mais par une discipline aussi sèche et officielle que la numismatique. Les pièces de monnaie sont des documents d'État, imprimés en millions d'exemplaires, et les images qu'elles portent passent toujours la censure et l'approbation les plus strictes. Une analyse des pièces émises aux États-Unis d'Amérique entre 1793 et 1909 révèle une image stupéfiante. Pendant plus de 100 ans, année après année, des profils de personnes avec ce même nez droit antique ont été frappés sur les dollars et cents américains. Qu'il s'agisse de pièces de 1796, 1809 ou 1820, partout nous observons le même type anthropologique. Le personnage personnifiant la liberté était invariablement représenté avec une ligne de profil totalement dépourvue du creux de la racine du nez auquel nous sommes habitués. Un tournant mystérieux se produit au début du XXe siècle. Vers 1909, un changement soudain et inexplicable des normes visuelles a lieu. Sur les pièces émises après cette date, le profil des personnes représentées change radicalement. Un creux distinct apparaît à la transition du front au nez. Cette racine même qui est caractéristique de la personne moderne et ordinaire. Si vous comparez une pièce de 1916 avec un échantillon d'un siècle auparavant, la différence saute aux yeux instantanément. Le personnage semble être le même, liberté, mais l'espèce biologique de la personne représentée est devenue complètement différente. Une question logique se pose. Pourquoi exactement à cette époque, au début du XXe siècle, l'image de personnes avec des nez droits a-t-elle disparu de la principale monnaie mondiale ?
On dirait que l'ancienne élite est passée dans l'ombre et ils ont cessé d'être représentés sur les symboles d'État, remplacés par des visages plus compréhensibles et familiers à la majorité de la population. Bien sûr, les sceptiques peuvent toujours soutenir que tant dans les peintures que sur les pièces de monnaie, nous ne voyons que le résultat d'une stylisation artistique ou du suivi de la mode. On pourrait supposer que les graveurs copiaient simplement des modèles antiques sans penser à la réalité. Mais cette théorie a un point faible. Les images peuvent être falsifiées ou stylisées, mais il est impossible de falsifier des restes physiques. Si un tel type de personne a vraiment existé et a dirigé le monde, alors leurs crânes doivent subsister, dont la structure confirmerait ce qui est vu sur les pièces et les peintures. Et de tels crânes existent bel et bien, détruisant complètement la version de la fiction artistique. Les arguments selon lesquels le profil spécifique sur les peintures et les pièces de monnaie n'est qu'un tribut à la mode ou un caprice d'artiste s'effondrent en poussière face aux preuves matérielles. Si les images peuvent être stylisées, les restes osseux ne peuvent pas être falsifiés, et ce sont eux qui détiennent la clé de ce mystère biologique. Les découvertes archéologiques de divers coins de la planète nous fournissent des faits irréfutables. Des personnes avec l'anatomie que nous voyons sur les statues anciennes ont existé en chair et en os. Nous parlons de crânes dont la structure présente des différences fondamentales avec le crâne d'un humain moderne. Les musées de Budapest et de Stuttgart abritent des expositions qui, lors d'une étude détaillée, provoquent un choc chez l'observateur non préparé. La principale caractéristique de ces crânes n'est pas seulement leur forme souvent allongée, semblable à un œuf, mais aussi l'architecture unique du squelette facial. Chez tout humain moderne, quelle que soit son appartenance ethnique, il existe une frontière anatomique clairement définie. Une dépression sous les arcades sourcilières, connue sous le nom de racine ou sillon du nez. C'est précisément elle qui crée le creux séparant l'os frontal des zones nasaux. Cependant, sur les crânes examinés d'Europe, cette dépression est soit minimisée, soit absente. L'os frontal s'écoule en douceur, sans le moindre pli, vers la base du nez, formant ce profil monolithique et droit considéré comme un signe d'origine divine. La géographie de ce phénomène ne se limite pas à l'Ancien Monde. Des crânes similaires avec une racine nasale manquante ont été découverts sur le territoire de Malte, une île dont l'histoire ancienne est encore pleine de trous. De plus, les traces mènent à travers l'océan vers l'Amérique du Sud. Les célèbres crânes péruviens, trouvés dans les nécropoles de Paracas, possèdent également cette caractéristique. Les chercheurs se concentrent souvent uniquement sur le volume anormal de leur boîte crânienne, négligeant la géométrie faciale, alors que c'est précisément elle qui relie ces êtres aux dirigeants de l'Égypte et de la Grèce ancienne. L'absence de stop, le creux entre les yeux, au niveau des os, prouve que de leur vivant, ces personnes possédaient un nez massif et droit qui prolongeait la ligne du front. Cette découverte change complètement la perception de l'art ancien. Les sculpteurs n'idéalisaient pas leur modèle, ils enregistraient avec une précision documentaire les caractéristiques d'une espèce ou sous-espèce humaine réellement existante. Il s'avère que pendant des milliers d'années, parallèlement à l'humanité ordinaire, il existait une autre branche, distinguée non seulement par son statut social, mais aussi par sa biologie. Il n'avait pratiquement pas d'indentation au niveau des sourcils, et la structure du crâne impliquait un port de tête différent et éventuellement une structure cérébrale différente. Cette lignée génétique peut être retracée sur tout le territoire de l'Eurasie, et à en juger partout, ce sont ces personnes qui formaient l'épine dorsale de l'élite dirigeante. Mais le plus étonnant est que cette espèce n'a pas disparu dans les profondeurs de l'Antiquité. Ils ne se sont pas éteints avec les mammouths. À en juger par les chroniques historiques et les portraits, les descendants de ces autres ont continué à occuper des trônes et à gouverner des États il y a peu, presque jusqu'au seuil de la modernité. Pour le voir, vous n'avez pas besoin de déterrer des tumulus. Il suffit d'ouvrir les arbres généalogiques des rois européens. L'hypothèse selon laquelle cet ancien type humain à la structure crânienne spéciale s'est dissous au fil des siècles ne résiste pas à un examen minutieux si nous nous tournons vers l'histoire officielle des monarchies européennes. Au contraire, l'étude des portraits des dirigeants du Moyen Âge et de l'époque moderne
prouvent que ce type biologique non seulement a survécu, mais a concentré le pouvoir absolu sur le continent entre ses mains. Si nous retraçons les lignées dynastiques jusqu'au XIXe siècle, nous verrons la même caractéristique transmise de génération en génération, comme un sceau d'élection. Ce nez dynastique, haut, droit, sans la moindre suggestion de racine, devient le principal marqueur d'appartenance à la caste supérieure des dirigeants. L'exemple le plus frappant de la préservation de ce génotype est la dynastie des Habsbourg et les maisons qui lui sont liées. Regardez l'histoire de Marie-Antoinette. Bien que son nom soit fermement associé à la France et à la fin tragique de la monarchie, par le sang, elle appartenait à cette ancienne lignée européenne. Dans les portraits capturant la reine dans sa jeunesse, ces mêmes traits que nous avons vus sur les statues anciennes transparaissent clairement. Ces mêmes signes étaient caractéristiques de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui non seulement régnait sur l'Autriche, mais était une figure clé de la politique européenne. La génétique fonctionne ici avec une précision inexorable. Le père de Marie-Thérèse, l'empereur Charles VI, était le dernier représentant des Habsbourg en ligne masculine directe. Et bien que son profil commençait déjà à perdre la pureté idéale des lignes, son frère Joseph Ier possédait un nez pratiquement de référence antique. Un réseau de mariages dynastiques a transformé toute l'élite de l'Europe en une seule grande famille avec un code génétique identique. L'épouse du susmentionné Joseph Ier, Amalia Wilhelmine de Brunswick-Lüneburg, avait également ce profil royal. Si nous remontons son arbre généalogique, nous trouvons les mêmes visages. Sa grand-mère, Elizabeth Stuart, une princesse anglo-écossaise, a apporté ses gènes de la maison Stuart. La mère d'Élisabeth, Anne de Danemark, l'épouse du roi Jacques, possédait un long nez passant parfaitement dans son front et une coiffure haute qui cachait peut-être une forme de crâne spécifique et allongée. À son tour, les racines d'Anne mènent à la dynastie Oldenburg qui régnait sur le Danemark et la Norvège. Sa mère, Sophie de Mecklembourg-Güstrow, et sa grand-mère, Sophie de Poméranie, toutes ressemblent à des sœurs jumelles séparées par le temps mais unies par un même sang. À la fin du XVIIIe siècle, la concentration de ces traits atteint son apogée. Regardez la famille de cette même Marie-Thérèse. Son fils Joseph II et un autre fils, Léopold II, qui hérita du titre d'empereur romain germanique, ressemblent à des représentants d'une race séparée. Léopold épousa Marie-Louise d'Espagne, et son apparence est peut-être l'exemple le plus graphique du type décrit. Un crâne haut et bombé, et un nez idéalement grand continuant la ligne du front. Son père, le roi Charles III d'Espagne, avait exactement la même apparence. Ainsi, au début du XIXe siècle, les rois d'Espagne, d'Angleterre, d'Autriche, du Danemark et des principautés allemandes possédaient des traits si similaires qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres sans une signature sur la peinture. Cela confirme que les frontières nationales étaient une convention pour le peuple, tandis que l'élite représentait une seule espèce biologique fermée régnant sur toute l'Europe. Il semblerait qu'un tel système fermé ne soit caractéristique que des monarchies occidentales. Mais si nous tournons notre regard vers l'Est, nous verrons que l'Empire russe n'était nullement une exception à cette règle globale. Les tsars russes semblaient avoir été issus du même incubateur génétique que leurs cousins européens. Si quelqu'un suppose que l'Empire russe est resté à l'écart de ces processus génétiques globaux, préservant une identité unique et autochtone de ses dirigeants, alors la galerie de portraits des Romanov réduit ce mythe à néant. En regardant l'histoire de la dynastie sous un angle anatomique, nous découvrons que les tsars russes avaient exactement la même apparence que leurs contemporains sur les trônes de Madrid, Vienne ou Londres. Ce n'est pas seulement une ressemblance superficielle, mais une appartenance à ce même type biologique qui a dominé la politique mondiale pendant des siècles. Commençons par une figure familière à tous depuis l'école, Pierre le Grand. Il est d'usage de le considérer comme un réformateur qui a ouvert une fenêtre sur l'Europe. Mais à en juger par ses images d'époque, l'Europe elle-même était déjà dans son sang bien avant les grandes ambassades. Les portraits du jeune Pierre nous démontrent le profil classique, de référence, d'un représentant de l'élite dirigeante mondiale. Un nez puissant et droit formant une seule ligne avec l'os frontal. Nous voyons les mêmes traits chez son père, le tsar Alexis Mikhaïlovitch.
Mais des découvertes encore plus étonnantes nous attendent lors de l'étude de la lignée féminine, qui, semblerait-il, aurait dû introduire une génétique locale. La mère de Pierre, Natalia Kirillovna, née Narishkina, possède un profil difficile à distinguer de celui d'une duchesse européenne. Mais l'exemple le plus frappant de ce paradoxe génétique est la mère du tsar Alexis Mikhailovitch, la tsarine Eudoxie Loukianovna, née Strechneva. Selon l'histoire officielle, elle n'était pas une princesse étrangère venue de loin. Elle est arrivée à la cour en remportant la parade des fiancés de 1626, où se rassemblaient des beautés de familles nobles russes. Eudoxie venait du district de Metchkovsk, de l'arrière-pays, mais son portrait déroute tout anthropologue. Devant nous se trouve une femme avec un profil habsbourgeois impeccable, impossible à distinguer des filles du roi d'Autriche ou d'Espagne. Cela suggère que même à l'intérieur du pays, la sélection des épouses pour le monarque était conduite selon des critères stricts et cachés. On cherchait des porteurs de ce sang ancien. Ce sceau dynastique est resté dans la famille Romanov très longtemps. Regardez Pierre III. Son nez est idéal du point de vue des canons de l'autre élite. La fille de Pierre le Grand, Anna Petrovna, a transmis ses gènes plus loin, dotant son fils de la même apparence caractéristique. Même au XIXe siècle, l'empereur Nicolas Ier possédait encore un profil grec droit et prononcé, témoignant de la pureté de la lignée. Cependant, vers la fin du siècle, une rupture visible se produit. La génétique commence à s'estomper. Déjà avec Alexandre III, les traits du visage deviennent plus terre-à-terre, et le dernier empereur, Nicolas II, perd finalement cette caractéristique. En lui, nous voyons le nez ordinaire d'une personne moderne, avec un creux de racine distinct. Il ne ressemble plus à un dieu antique ou à un pharaon. Ce changement visuel, au tournant des 19e et 20e siècles, marque la fin d'une immense époque. La marque de qualité dynastique, qui pendant des siècles distinguait les dirigeants de l'Eurasie de leurs sujets, disparaît des visages des monarques. Cela donne l'impression que le type de personne qui a dirigé la civilisation pendant des millénaires, de l'Égypte ancienne à l'Angleterre victorienne et à la Russie tsariste, a soudainement quitté la scène mondiale, laissant place à des dirigeants avec une anatomie humaine ordinaire. Mais ont-ils vraiment disparu sans laisser de traces, ou ont-ils simplement changé la forme de leur présence, passant dans l'ombre, loin des flashs des appareils photo et de l'attention du public? La réponse à cette question se trouve dans la modernité. Le tournant des 19e et 20e siècles est devenu un point de non-retour, un moment de changement tectonique non seulement sur la carte politique du monde, mais aussi dans l'apparence biologique de ceux qui tenaient les rênes du pouvoir. C'est à cette période que nous observons la disparition mystérieuse de l'élite dite au nez droit des trônes officiels et des piédestaux gouvernementaux. Si pendant des millénaires, des pharaons d'Égypte aux empereurs du Saint-Empire romain germanique, les dirigeants montraient fièrement leur profil spécifique comme preuve d'élection, avec l'avènement de l'ère industrielle, cette tradition se brise soudainement. Les visages des monarques, présidents et chanceliers deviennent de plus en plus ordinaires, anatomiquement indiscernables de ceux de leurs électeurs ou sujets. Il semble que l'espèce ancienne qui dominait l'humanité se soit dissoute dans le néant, cédant la place à une nouvelle ère. Cependant, affirmer que ce type génétique a complètement disparu de la surface de la Terre serait prématuré. La biologie ne tolère pas le vide, et les lignées qui ont régné pendant des siècles ne pouvaient pas simplement s'évaporer. Si nous regardons attentivement ceux qui ont remplacé les rois en tant que véritables maîtres du monde, les créateurs d'empires financiers et de conglomérats industriels, nous verrons des traits familiers. Ce type de personnes n'est pas parti, ils ont simplement changé de tactique, passant des salles du trône brillamment éclairées au silence des bureaux de banque et des salles de conseil. Regardez les portraits des fondateurs de la dynastie Rothschild ou des premiers Rockefeller. Chez beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui étaient à l'origine de fortunes colossales, on peut retracer des traces de ce même sang royal. Un crâne allongé caractéristique et un nez tendant vers une ligne droite avec le front, même s'il n'est pas toujours exprimé aussi idéalement que sur les statues antiques. Un exemple du monde de la grande pharmacie et de l'industrie est également révélateur.
Les fondateurs des grandes corporations apparues au XIXe siècle possédaient souvent cette apparence spécifique. Par exemple, si vous étudiez les images des personnes qui étaient à l'origine de la société Bayer, vous pouvez remarquer ce même profil de race pure que nous avons vu précédemment chez les archiducs autrichiens. Cela suggère que le capital et le pouvoir ont circulé à travers d'anciens canaux de parenté, se transformant d'une domination féodale en influence corporative. Le marqueur génétique de la classe dirigeante a été préservé, mais est devenu moins public. Les représentants modernes de ces familles ont peut-être perdu la pureté des lignes en raison de mariages mixtes avec des gens ordinaires, mais des échos de l'anatomie ancienne affleurent encore dans leur apparence, rappelant leurs origines. La théorie finale, formée à partir de tous ces faits épars, peint une image différente de celle enseignée dans les manuels d'histoire. Il s'avère que tout au long de notre civilisation connue, l'humanité a été gouvernée par une minorité écrasante possédant une génétique unique. C'étaient des personnes avec une forme de crâne différente, une structure faciale différente, et possiblement des capacités cognitives différentes. Ils formaient une seule famille supranationale s'étendant de l'Europe à l'Asie. La minorité au grand nez a gouverné le monde, et ce trait physique leur servait de système de reconnaissance ami-ennemi. Au XXe siècle, sous la pression des révolutions et de la démocratisation, ils ont été contraints de passer dans l'ombre, de se fondre dans la foule ou de masquer leur présence. Mais les fils du contrôle sont probablement restés entre les mains des descendants de ceux qui étaient autrefois vénérés comme des dieux descendus sur Terre. En résumant notre enquête à grande échelle, nous voyons comment des faits qui semblent épars à première vue se rassemblent en une seule mosaïque effrayamment cohérente. Nous avons commencé avec un détail à peine perceptible sur des statues anciennes, la transition spécifique du nez vers le front, et sommes arrivés à une reconsidération globale de la structure du pouvoir qui a gouverné notre civilisation pendant des millénaires. Le chemin parcouru depuis les idoles de pierre de l'Égypte et de la Grèce ancienne jusqu'aux pièces de monnaie d'État des États-Unis d'Amérique au début du XXe siècle démontre la stabilité frappante de ce phénomène. Cela ne peut pas être une chaîne de coïncidences aléatoires ou une adhésion universelle à un seul canon artistique. La géographie de ces artefacts couvre des continents et la chronologie couvre des époques. Mais partout, nous voyons la même chose. La caste dirigeante était physiquement différente des peuples qui lui étaient soumis. La présence de crânes réels avec une anatomie unique, dépourvue de dépression au niveau des sourcils, met un point final audacieux au débat sur le fait de savoir si c'était une fiction de sculpteur. Ces personnes ont vraiment vécu, respiré et surtout régné. Les preuves témoignent de l'existence d'un seul groupe génétiquement fermé, une sorte de famille supra-étatique, dont les représentants occupaient des trônes dans les coins les plus divers de l'Eurasie. Qu'il s'agisse d'un raja en Inde, d'un pharaon en Afrique ou d'un empereur en Europe, ils possédaient tous des marqueurs biologiques communs les distinguant en une classe anthropologique séparée. L'histoire enseignée dans les écoles reste silencieuse sur cette différence fondamentale, réduisant tout à des mariages dynastiques et des alliances politiques, mais ignorant l'évident fossé physiologique entre l'élite et le peuple. La principale question troublante demeure. Qui étaient vraiment ces êtres dont les profils étaient frappés dans l'or et sculptés dans le marbre? Était-ce une branche séparée de l'humanité, possédant non seulement une apparence différente, mais peut-être d'autres capacités qui leur ont permis de détenir le pouvoir pendant des siècles? Et pourquoi ce changement de décor si brutal s'est-il produit au début du XXe siècle? La disparition des profils caractéristiques des pièces de monnaie et des portraits ressemble à une tentative d'effacer la mémoire, de réécrire l'histoire, rendant les dirigeants comme tout le monde. Peut-être avons-nous été témoins du plus grand mimétisme de l'histoire, lorsque l'ancien pouvoir n'a pas disparu, mais a simplement revêtu un masque de normalité, se dissolvant parmi nous, mais conservant ses leviers d'influence. L'énigme de l'origine et de la disparition de l'élite au nez droit reste ouverte, nécessitant des études plus approfondies et une analyse impartiale. Si les faits présentés vous ont forcé à regarder des choses familières sous un nouvel angle et ont planté une graine de doute dans l'image officielle du monde, votre soutien nous aidera à poursuivre cette quête. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne,
Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles enquêtes et aimez ce contenu. Votre opinion est très importante pour nous. Écrivez dans les commentaires, avez-vous remarqué des visages similaires sur de vieilles peintures ou dans les musées de votre ville? Peut-être que votre observation deviendra la clé de la prochaine solution.